Bonsoir. Je suis content d'être avec vous pour parler de la mémoire. Bon, il y a un recouvrement partiel entre l'auditoire de la semaine dernière et de ce soir. Je vais faire un petit effort pour, quand je parlerai de certains mots, je les définirai, même si je les ai déjà définis la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai parlé de neuropsychologie. Neuropsychologie de la mémoire, c'est-à-dire l'étude des patients qui ont des troubles de mémoire. Et bon, je vais parler de différentes maladies de la mémoire et surtout en quoi l'étude de ces patients nous renseigne sur la mémoire du sujet normal. Donc j'ai dit qu'il y avait différents types de mémoire. Et puis j'ai parlé également de différentes régions du cerveau qui sous-tendent ces différentes formes de mémoire. Et comment aujourd'hui on considère que tout ça fonctionne en harmonie. Ça, c'était le cours de la semaine dernière. Et puis aujourd'hui, je vous parle d'une autre façon de voir les choses, d'une autre approche. C'est l'imagerie fonctionnelle de la mémoire. Alors, épisodique, c'est la forme de mémoire la plus courante, la plus étudiée. C'est ce qui nous permet de nous souvenir de quelque chose. Donc, on l'étudie de différentes façons, mais disons que dans des conditions de laboratoire, dans des conditions expérimentales, eh bien, on donne par exemple une liste de mots à des sujets et puis on leur demande de rappeler cette liste de mots. Vous voyez, donc ça c'est la condition la plus simple. Donc je vais vous parler donc, de ces méthodes d'imagerie cérébrale qui permettent de mieux comprendre le fonctionnement de la mémoire humaine. Ça c'est un cerveau et c'est ce que nous a appris la neuropsychologie. C'est un petit peu une synthèse de ce que j'ai dit la semaine dernière. C'est qu'il y a une région ici, dans le cerveau, qui comprend différentes structures, dont l'hippocampe, qui est la structure la plus importante. Il y a tout un circuit là qu'on appelle le circuit de Papez. Et quand ce circuit de Papez est lésé, eh bien, ça provoque une amnésie très importante. On sait ça de par la pathologie. Et la semaine dernière, j'ai parlé notamment d'un malade qui s'appelle HM, qui a comme ça une perturbation, une atteinte de ce circuit de Papez et qui est très amnésique. Très, très amnésique. Donc on peut dire que le circuit de Papez, c'est un peu un jeu de mots presque, cette phrase-là. Il sous-tend la mémoire perturbée, mais non la mémoire préservée. Qu'est-ce que je veux dire derrière tout ça? C'est-à-dire qu'on sait que quand ça c'est perturbé, quand c'est lésé, ça provoque un trouble de mémoire. Donc ça, on le sait bien. Donc on se dit que ce circuit il a un rôle dans la mémoire, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que cette région-là du cerveau qui est impliquée dans la mémoire. Vous voyez, c'est toute la différence. Et c'est ce que va nous montrer surtout l'imagerie fonctionnelle cérébrale du sujet normal. Elle va nous montrer qu'il y a d'autres régions du cerveau, qu'il y a beaucoup de régions du cerveau en fait qui sont impliquées dans la mémoire. Alors cette diapo-là est critique en quelque sorte les limites des études des patients, c'est-à-dire que rarement chez des patients les systèmes sont atteints sélectivement, généralement il y a des perturbations autres. Il y a, et fort heureusement chez les patients, une réorganisation cérébrale, c'est-à-dire que les patients qui ont des lésions du cerveau, il y a une plasticité du cerveau qui se met en place. Et donc, ce qu'on observe chez les patients, c'est différent de ce qui est observé chez le sujet normal. Et donc, on en arrive à l'imagerie fonctionnelle qui mesure cette fois-ci l'activité neuronale qui peut mesurer chez le sujet normal. Donc, soit au repos, soit en activité. Dans ça, je détaillerai un petit peu ça. Le cerveau, l'activité fonctionnelle du cerveau, on peut la mesurer quand le sujet ne se livre à aucune activité particulière. Il est au repos, il ne fait rien de particulier. Mais son cerveau, il fonctionne. Ce n'est pas la même chose que de mesurer la morphologie du cerveau. D'accord? Donc ça, c'est le premier type d'approche que l'on peut faire. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure. Et puis, avec ces techniques d'imagerie fonctionnelle, on peut aussi proposer des tâches au sujet et voir les régions du cerveau qui s'activent pendant ces différentes tâches. Alors, je vais commencer par la méthode dite des activations. Et je vais prendre des exemples, j'ai un peu simplifié, je vais prendre
des exemples, tout en sachant qu'on peut faire beaucoup plus de choses que ce que je vais vous montrer ce soir. Mais en 1 heure, je ne peux pas vous montrer tout ce qu'on fait aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Je prends deux grands exemples, en fait. Premier exemple, ce sont des études d'activation. C'est-à-dire, activation, on va proposer des tâches à des sujets, et je vais prendre qu'une technique, et on ne va l'appliquer qu'au sujet normal. C'est-à-dire, ce sont généralement quelques sujets jeunes à qui on propose ces tâches. Mais c'est vrai qu'on peut aussi proposer ces tâches à des sujets âgés, vous voyez, pour voir les modifications avec l'âge. On peut proposer également à des patients dans des situations très particulières, etc. Je ne rentre pas trop sur les techniques. Là, ce que je vais vous montrer, c'est de la tomographie par émission de positons. Bon, c'est pour ceux qui connaissent, mais peu importe. Hein, je ne rentre pas trop dans les techniques. Bon, le principe, vous voyez, c'est un peu comme un scanner. On le verra mieux dans une image ultérieure. Le sujet, donc, on mesure l'activité du sujet. Il est enveloppé en quelque sorte dans une sorte de tente, hein, qui figure en noir, là. Et puis, à l'intérieur de cette tente, il y a un système avec un écran d'ordinateur. En fait, l'écran d'ordinateur se trouve derrière la machine, là. Et avec un système de miroir, eh bien, on peut présenter des stimuli au sujet. Puis on lui demande de faire donc, cette tâche pendant la mesure, ici, du débit sanguin cérébral. Alors, quel est le principe de ces mesures? Alors, on va utiliser ce qu'on appelle le principe de soustraction. On s'intéresse ce soir à la mémoire et on s'intéresse à un moment dans l'activité mnésique qui est important, ce qu'on appelle l'encodage. L'encodage, c'est quand les informations rentrent dans le système. J'ai expliqué ça la semaine dernière. Encodage, stockage, récupération. Vous voyez, quand on étudie la mémoire, on étudie l'encodage, on étudie le stockage, c'est-à-dire qu'il faut maintenir les informations un certain temps, et on étudie la récupération des informations. Quand on étudie le comportement de sujets, que ce soit des sujets normaux ou des patients, il est très difficile, par exemple, quand on a affaire à une perturbation de la mémoire, de savoir s'il s'agit plutôt d'un trouble de l'encodage, s'il s'agit plutôt d'un trouble de la récupération, du stockage, etc. C'est difficile, parce qu'on a le résultat comportemental, si vous voulez. Mais c'est difficile de savoir si l'anomalie, elle est à la phase d'encodage, à la phase de récupération, etc. Donc on ne connaît pas bien les régions du cerveau, c'est important ce que je vous dis là, qui sont plus impliquées dans l'encodage, dans le stockage, dans la récupération. Et là, ce qu'on va pouvoir faire avec l'imagerie cérébrale, eh bien, c'est étudier, par exemple, qu'est-ce qui se passe pendant l'encodage. Alors, c'est ce que je vous explique là. Je vais m'intéresser, par exemple, à qu'est-ce qui se passe quand on encode des mots, quand on fait l'effort, vous voyez, de faire entrer des mots dans notre mémoire. Le problème, c'est que c'est une activité très complexe, faire entrer des mots dans notre mémoire. Pour faire entrer des mots dans notre mémoire, déjà, il faut les lire. D'accord? Il faut les lire. Les lire, ce n'est pas de la mémoire. Lire les mots, ce n'est pas la mémoire. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire pour arriver à comprendre les régions du cerveau qui sont impliquées dans l'encodage des mots? Eh bien, je vais proposer une tâche, B, ici. Je vais demander au sujet de mémoriser des mots écrits. Je lui demande de mémoriser des mots écrits. Et puis, je propose au sujet ou à un groupe de sujets une autre tâche, A, qui est censée là être plus facile, où je lui demande simplement de lire des mots. Je mesure l'activité du cerveau pendant que le sujet effectue la tâche A, pendant qu'il effectue la tâche B, et puis ensuite je soustrais les activations, l'activité du cerveau dans ces deux conditions, et j'obtiens, ce qui m'intéresse ici, le résultat spécifique, c'est les régions du cerveau spécifiquement impliquées dans ce processus d'encodage de mots. Alors, tout ça est très simplifié, mais c'est le principe. C'est le principe général. Alors, ce dont je vous parle, ce sont des travaux récents, parce que l'imagerie cérébrale, c'est une technique récente. Les premiers grands résultats, ils datent de moins de 10 ans. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui se fait tout de suite, actuellement.
Les premières grandes publications, c'est le printemps. Vous voyez, je parle du printemps, ça veut dire vraiment que on date ça très très précisément. Deux publications majeures, l'une dans Nature de Chalice, hein, c'est un auteur anglais, enfin, et ses collègues, et l'autre dans une revue américaine d'un auteur dont j'ai déjà parlé la semaine dernière, d'Endel Tulving. Deux publications majeures qui montrent en fait quelque chose de relativement inattendu. C'est-à-dire par rapport à tout ce que j'ai dit la semaine dernière, j'ai beaucoup parlé de l'hippocampe, hein, de cette région hippocampique, cette région temporale interne. Et puis en fait, les premiers travaux qui utilisent l'imagerie fonctionnelle cérébrale, eh bien, ils mettent surtout en évidence d'autres régions du cerveau, hein, les régions qui se trouvent en avant du cerveau, qu'on appelle le cortex préfrontal. Donc vous voyez, on est face à une sorte de paradoxe, là, enfin un résultat étonnant tout du moins, c'est-à-dire quand on fait des tâches d'encodage, on fait faire des tâches d'encodage à des sujets, eh bien on met en évidence des activations du cortex préfrontal, et ce n'est pas tout à fait en accord avec ce qu'on observait en neuropsychologie. Donc ça, c'était les premières études. Alors, je vous donne un exemple là, d'un travail qui a été fait par une équipe américaine. Donc la phase d'encodage de visage, la phase de reconnaissance de visage. Hein, donc là, c'est plus la récupération. Hein. Là, on demande d'encoder des visages, là, on demande de les reconnaître. Et puis, la tâche contrôle, hein, ce qui correspond à ma tâche A tout à l'heure, hein, ce que j'ai soustrait à B, c'était simplement percevoir des visages. Bon, peu importe ce qu'il y a en bas, ça ne nous intéresse pas forcément. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Alors là, on est un petit peu plus près des résultats de neuropsychologie. Pendant l'encodage, on observe une activation hippocampique droite. Et puis là, on ne voit pas parce que là, je suis à la face interne, vous voyez, de l'hémisphère cérébral. Mais dans le cortex, ici, là derrière, hein, il y a également une activation du cortex préfrontal gauche pendant l'encodage. D'accord? Donc, essayez de retenir ça. L'hippocampe et puis cortex préfrontal gauche pendant l'encodage. Puis pendant la récupération, eh bien, il y a, ici aussi, je vous ai montré l'hippocampe. Là, il n'y a pas d'activation hippocampique, mais il y a une activation du cortex préfrontal droit. Alors, je ne sais pas votre degré de connaissance des hémisphères cérébraux, ce que vous savez sur ce que sous-tend le cerveau, mais il y a quelque chose qui est très connu, c'est que l'hémisphère gauche, il sous-tend plutôt le langage. Hein, ça, vous savez peut-être ça, je ne sais pas si vous savez ça. Hein, l'hémisphère gauche, langage, et puis l'hémisphère droit, c'est plutôt l'espace, etc., les visages, ça. Mais là, il semble se dessiner quelque chose de bizarre, d'inattendu. Vous voyez cet encodage préfrontal gauche, récupération préfrontal droit. Alors là, c'est un autre travail, un peu dans le même ordre d'idée. C'est à peu près à la même période. Encodage, cette fois-ci, il s'agit de mots. On retrouve ici activation préfrontale gauche. Et puis récupération, peu importe les numéros d'air. Hein. Ici, activation préfrontale droite. Et c'est Tulving qui va proposer, hein, cet auteur dont j'ai déjà parlé la semaine dernière, qui va rassembler en fait les données disponibles à un moment donné et qui va proposer la chose suivante. Eh bien, c'est qu'il semble que quand un sujet normal fait rentrer des informations en mémoire, quelles que soient ces informations, eh bien, c'est plus
le cortex préfrontal gauche qui travaille. Vous voyez, que ce soit du verbal, du non-verbal, etc. Et puis quand au contraire, il essaie de récupérer ces informations-là, d'accord, dans sa mémoire, hein, il essaie de se souvenir, si vous voulez, eh bien c'est l'autre hémisphère qui travaille. Alors ça, c'est une des grandes découvertes de ces dernières années dans le domaine de la mémoire. Ça, on ne savait pas. On ne savait pas ça. Et ça, vous voyez, c'est une nouvelle méthode qui nous apporte une donnée complètement nouvelle. Alors évidemment, quand il y a une donnée nouvelle comme ça, on n'est pas, tous les auteurs ne sont pas d'accord. C'est normal. Hein. Il y a des discussions, il y a des expériences qui ne montrent pas ça, etc. Mais bon, quand on fait la synthèse aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui a l'air de tenir la route, quoi. Donc c'est ce que j'ai mis là, hein, donc modèle discuté, en contradiction avec les données classiques, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Ce qu'on savait, hein, ce qui reste vrai, hein, c'est que quand on traite des informations verbales, c'est plutôt l'hémisphère gauche, des informations visuospatiales, c'est plutôt l'hémisphère droit. Mais là, on a manifestement une spécialisation hémisphérique pour la mémoire qui n'était pas attendue. Donc cortex préfrontal gauche et encodage, bon, surtout vrai pour le matériel verbal. Matériel visuospatial, implication du cortex préfrontal droit, bilatéral si le matériel est verbalisable. Bon, tout ça, c'est un petit peu des nuances. Hein. Et cortex préfrontal droit et récupération, ça marche très bien avec toutes sortes de stimuli. Hein. Donc retenez, si vous voulez, qu'il y a des nuances hein, dans ce fameux modèle ERA. ERA, ça veut dire hémisphérique, encoding, retrieval, asymétrie, c'est-à-dire asymétrie des processus d'encodage et de récupération en mémoire épisodique. Alors, et l'hippocampe dans tout ça? On a vu que l'hippocampe, quand même, c'est pas rien. Quand je dis l'hippocampe, c'est le cortex hippocampique au sens large. Hein. Je ne rentre pas dans les détails, dans la spécialisation du cortex hippocampique, qu'on a vu un petit peu la semaine dernière, le cortex entorhinal, etc. Mais disons qu'il y a l'hippocampe. On sait que quand l'hippocampe est lésé, ça provoque une amnésie grave. Quand on a affaire à des patients qui ont des lésions frontales, ils ont des troubles de mémoire sur lesquels on pourra en reparler, mais ils ne sont pas amnésiques. Ils ne sont pas amnésiques. Donc c'est bizarre, puisque quand on propose des tâches de mémoire à des sujets normaux, on voit que le cortex frontal travaille. Alors, c'est bizarre. Donc quel est le rôle? La question qui se pose maintenant, c'est quel est le rôle exact de l'hippocampe? Quel est le rôle du cortex préfrontal? Est-ce qu'on peut essayer de démêler ça avec l'imagerie cérébrale? Donc, il y a plusieurs études là-dessus, il y a beaucoup d'études hein, qui se font aujourd'hui. Je vous en cite une qui est classique, qui est facile à comprendre. Alors, c'est l'étude de Schachter. Pendant la mesure, TEP, ça veut dire tomographie par émission de positons, c'est-à-dire la mesure de l'activité du cerveau. Hein. On va proposer deux tâches de rappel indicées qui sont identiques. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que dans les deux conditions, pendant que l'on mesure l'activité du cerveau, on propose la même tâche au sujet. Mais par contre, ce qui s'est passé avant est différent. Hein, c'est ce qu'il faut que vous compreniez bien. Hein, ce qu'on a demandé au sujet auparavant, avant qu'on mesure l'activité de son cerveau, ce n'est pas la même chose. Première condition, les mots sont présentés une seule fois. Hein, on propose toute une série de mots, il y a une vingtaine de mots. Et on demande au sujet simplement de traiter les mots superficiellement en comptant les voyelles du mot. Vous voyez, je vous présente comme ça une série de mots, je vous demande de compter les voyelles qu'il y a dans chaque mot. Bon, c'est pas difficile de faire ça. Mais attention, quand je vous dis de faire ça, je ne vous dis pas de mémoriser les mots, donc vous ne faites pas très attention aux mots. Vous comptez simplement les voyelles, ce qui est tout bête, quoi. Et puis après, moi, je vais vous demander, en vous donnant les 3 premières lettres du mot, je vais vous demander de retrouver ces mots-là.
En fait, vous êtes un peu piégé parce que vous avez mal encodé les mots. Donc ça va être difficile, cette affaire-là. D'accord? Deuxième condition, les mots, je les présente 4 fois. La même liste de mots à un autre groupe de sujets. Je présente 4 fois. Donc déjà, c'est plus facile quand on répète, vous savez ça, hein, quand vous préparez un examen, si vous lisez 4 fois votre cours, vous avez de meilleures notes que si vous le lisez une fois. Si vous le lisez 4 fois en faisant très attention, vous avez encore une meilleure note. Si vous lisez une fois en vous en foutant royalement, vous avez une très mauvaise note. Enfin, généralement, ça marche comme ça. Hein. Statistiquement, ça marche comme ça. Donc là, les mots, ils sont vus 4 fois et ils sont traités sémantiquement. Ça veut dire, c'est-à-dire qu'on demande de traiter le sens des mots. On demande de faire une phrase avec chaque mot. Donc là, c'est beaucoup plus facile de récupérer les mots. Les performances sont meilleures. D'accord? Ça, c'est banal, ce que je vous dis là. Hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe dans le cerveau dans une situation où le sujet, il a du mal à récupérer les mots parce qu'il les a mal encodés, il a mal travaillé, donc il rame. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là? Et qu'est-ce qui se passe dans une situation où c'est facile? Eh bien, il ne se passe pas la même chose. Il ne se passe pas du tout la même chose. Seule la tâche difficile active le cortex préfrontal. C'est-à-dire que le sujet qui cherche, qui a du mal, eh bien, il fait travailler son lobe frontal. D'accord? Et puis quand c'est facile, que ça ne pose pas de problème, eh bien c'est l'hippocampe. Le rappel réussi, ce que Tulving, j'ai utilisé le mot la semaine dernière, appelle l'ekphorie, eh bien c'est l'hippocampe. Donc on peut simplifier en disant cortex préfrontal, rappel stratégique, hippocampe, rappel ekphorique. Alors ça, c'est des données intéressantes. Et maintenant, on essaie de comprendre ce qui se passe par rapport aux amnésiques et aux patients frontaux. Je vous ai dit, les patients frontaux, ils ne sont pas amnésiques, mais ils ont quand même des problèmes de mémoire. Ils ont des problèmes de mémoire, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si on les aide, qu'est-ce qu'on fait si on les aide? Si on les aide, on fait un peu le travail du lobe frontal. Vous voyez, on leur donne des indices, etc. Et si on les aide, eh bien, si on fait le travail de leur lobe frontal, eh bien, l'hippocampe fonctionne, et donc l'hippocampe fait en sorte qu'ils ne sont pas amnésiques, qu'ils retrouvent l'information. Par contre, l'amnésique qui a une lésion hippocampique, ben lui, vous avez beau l'aider, je caricature un petit peu évidemment, hein, vous avez beau l'aider, même si vous lui donnez plein d'indices, eh bien, il n'y a pas ce déclic qui fait qu'il retrouve l'information. Et donc, vous voyez, en fait, ces résultats-là, si on réfléchit bien, ben, ils sont cohérents avec les résultats de la semaine dernière. Même si ils étaient en fait inattendus. Hein, en fait, quand on remet tout ça ensemble, on comprend. Bon, tout ça, c'est un peu spécialisé. Bon, ça veut dire qu'on comprend de mieux en mieux, de l'avant, l'arrière, etc. Mais ce n'est pas très important. En résumé, donc, ce qu'on a appris, hein, ces dernières années, donc importance du cortex préfrontal, avec cette fameuse asymétrie encodage-rappel, qui s'étend même à d'autres structures que le cortex préfrontal, ça on connaît ça plus récemment. Bon, l'hippocampe, son rôle dans le rappel, hein, très important. Bon, des choses un petit peu plus spécialisées sur lesquelles je ne m'étends pas. C'est encore plus vrai pour le spatial. Vous avez peut-être vu ça dans la presse, il y a eu des choses assez amusantes de fait avec les chauffeurs de taxi londoniens. On enregistrait des gens qui avaient une mémoire spatiale particulièrement bonne, hein, et on voit l'activité de l'hippocampe dans ce cas-là. Et puis, ce que je dis là, retenez pas tous ces noms-là, hein, c'est pas forcément utile. Mais ce qu'il faut voir aussi, j'ai insisté sur préfrontal, hippocampe, il y a aussi d'autres régions du cerveau qui sont impliquées. Hein, parce que je n'ai pas le temps de vous parler de tout. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que le cerveau et la mémoire, c'est une relation complexe. Il y a plein de régions qui entrent en jeu. Hein.
J'ai insisté sur ces deux régions-là, mais il y a aussi d'autres régions qui entrent en jeu. Voilà la première partie de mon exposé. Sujet normal, activation, puis ce qu'on peut en penser aujourd'hui. En prenant l'exemple de la mémoire épisodique, si j'avais pris d'autres types de mémoire, ça c'est important, je vous aurais montré d'autres résultats. Même parfois des résultats complètement opposés. Par exemple, la mémoire implicite, la mémoire qui se fait à l'insu du sujet, la mémoire inconsciente, le cerveau se comporte complètement différemment quand il fait travailler sa mémoire sans se rendre compte qu'il fait travailler sa mémoire. On peut y revenir si vous voulez pendant les discussions. Alors, je vous ai dit que mon exposé était séparé en deux parties. Pour l'instant, je tiens à peu près le temps, ça fait une demi-heure que j'ai commencé. Deuxième demi-heure, les maladies de la mémoire. Donc il y a différentes maladies de la mémoire, je vous en ai parlé là aussi. Je vais parler que d'une maladie, celle que vous connaissez le plus, maladie d'Alzheimer. C'est Alzheimer, là. Donc la mémoire et l'imagerie fonctionnelle. Et là, je ne vais vous parler que de l'activité métabolique du cerveau, c'est-à-dire l'activité des synapses, pendant que le sujet est au repos, c'est-à-dire qu'il ne fait rien de particulier. Il ne dort pas, et on lui demande de rien faire de particulier. Et on mesure donc le métabolisme de base. C'est une mesure qui dure 20 à 30 minutes. Vous voyez, le sujet est confortablement installé là, puis il ne fait rien de particulier. Puis on enregistre l'activité métabolique de son cerveau. Consommation de glucose. C'est un peu l'énergie des neurones, là, carburant des neurones, si on peut simplifier. Alors, pourquoi c'est intéressant ? C'est que dans ce genre de maladie, bon, vous savez qu'il y a des lésions du cerveau, mais ces lésions, elles sont disséminées, et en fait, on a beaucoup de mal à les visualiser avec une imagerie morphologique. Imagerie morphologique, c'est quoi? Une imagerie qui permet de voir la morphologie du cerveau. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de lésion comme s'il y avait un accident vasculaire cérébral, on verrait une lésion, vous voyez, bien délimitée. Là, ce sont des micro-lésions, si bien que l'imagerie morphologique ne nous apporte pas grand-chose, hormis des techniques très sophistiquées dont je ne vais pas vous parler là. Donc, ce qui est intéressant là, de la tomographie par émission de positons, c'est que ça va nous permettre de visualiser des régions qui sont altérées parce qu'elles sont lésées, même si on ne voit pas la lésion, mais le fait qu'il y ait une lésion, ça altère le fonctionnement de la région en question. Ça va, vous me suivez? Et puis en même temps, ça permet de visualiser des dysfonctionnements de régions qui sont totalement normales, mais qui sont connectées à des régions qui sont lésées. Et comme ces régions normales sont connectées à des régions lésées, elles vont mal fonctionner, même si leur structure est normale. D'accord ? Donc on va vraiment comprendre les régions du cerveau qui sont à l'origine des symptômes. Donc je prends un exemple. Il s'agit d'un groupe de patients, 40 patients qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer à un stade relativement débutant. Ce que l'on fait là, je vous demande d'essayer de bien comprendre, c'est qu'on mesure statistiquement l'hypométabolisme, c'est-à-dire la baisse du métabolisme chez les patients comparée à des sujets normaux qui ont le même âge. Et donc ce que vous voyez là, c'est une carte statistique, c'est le cerveau, ici, vous voyez, en fait c'est une IRM derrière,
une image morphologique du cerveau. Et ce que vous voyez en couleur sont les cartes statistiques, ce sont les régions qui sont hypométaboliques chez les patients. Donc on voit ici une région qui est importante, qui s'appelle le gyrus singulaire postérieur. Et puis ici, vous avez toutes les régions néocorticales postérieures, donc qui sont atteintes en premier dans la maladie d'Alzheimer, avec également le cortex préfrontal ici. Donc ça, c'est un résultat qui est intéressant. C'est un résultat qui pose quand même problème. J'y reviendrai un petit peu plus loin. C'est que ce sont des régions qui sont atteintes précocement dans la maladie d'Alzheimer, mais il y a une autre région dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, qui est la région hippocampique. Et cette région hippocampique, eh bien, elle n'est pas hypométabolique en début d'évolution de la maladie d'Alzheimer. Alors ça, c'est un problème un petit peu compliqué. Je ne vais pas faire de publicité, je ne suis pas là pour ça, mais il y aura un numéro de la recherche, dans le journal La Recherche. J'ai fait de la pub la semaine dernière pour Science et Vie, donc c'est pas grave, je peux changer. En début d'année prochaine, il y aura un numéro sur la maladie d'Alzheimer. Il y a tout un article où on essaie d'expliquer ça dans l'article, ce qu'on appelle le paradoxe hippocampique. C'est-à-dire que le paradoxe hippocampique, c'est le fait que la maladie d'Alzheimer, elle commence par des lésions de la région hippocampique, qu'on peut quantifier avec certaines techniques d'imagerie morphologique. Donc on sait que ça commence là, et on sait que les lésions neuropathologiques commencent là. Mais quand on fait un examen, comme je viens de vous montrer là, de consommation de glucose, eh bien on n'a pas de baisse métabolique dans cette région hippocampique. Par contre, on a une baisse métabolique dans des régions néocorticales qui sont connectées à l'hippocampe. Alors ça, c'est difficile à comprendre. On sait que c'est vrai, que ce n'est pas un problème de méthode. Et on a même fait une étude européenne où il y a 400 patients, ce qui est une étude considérable, où il y a une dizaine de centres. Et avec 400 patients, on obtient toujours la même chose. Ce n'est pas un problème de seuil statistique, c'est pas un problème, il n'y a pas de biais. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Pour l'instant, on a des hypothèses, puis c'est tout. On se dit, c'est que vraisemblablement, à ce stade de début, l'hippocampe, qui est une région du cerveau quand même très particulière, a certainement des possibilités de plasticité que n'a pas d'autres régions, que n'ont pas d'autres régions du cerveau. Alors c'est assez étonnant parce qu'on voit qu'il y a un hypométabolisme dans des régions qui ne sont pas lésées, alors que dans l'hippocampe, vous voyez, qui est lésé, l'hippocampe arrive à maintenir un niveau d'activité métabolique qui est normal. Voilà, donc ça c'est un premier point. Vous voyez, qui est peut-être un petit peu difficile, mais pour vous montrer que ce n'est pas simple, que tout n'est pas linéaire. Ce n'est pas parce qu'il y a une lésion de cette région que c'est cette région précisément qui sous-tend le déficit. C'est plus compliqué que ça. Le cerveau, c'est plus compliqué que ça. Vous n'êtes pas surpris que je vous dise que le cerveau, c'est compliqué, mais on en a un exemple là. Bon, là, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pour que vous compreniez la suite de ce que je vais vous expliquer, c'est que je vous ai montré tout de suite des résultats moyennés chez 40 malades. Donc on a vu cette image. Et puis là, je vous montre plusieurs patients. Il y a 4 patients qui ont tous la maladie d'Alzheimer. Et le principe est le même, c'est-à-dire que je compare le métabolisme du cerveau de chaque patient avec un groupe de sujets témoins. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des grandes différences d'un malade à l'autre. Bon, j'ai un petit peu exagéré, là j'ai pris vraiment ceux qui étaient les plus différents les uns des autres, mais il y a une variabilité interindividuelle qui est importante. C'est important de retenir ça. Pour vous expliquer la méthode qui va être utilisée dans les études suivantes. Donc une méthode de corrélation dite cognitivo-métabolique. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Simplement, ça veut dire que d'une part, chez un groupe de patients, on va étudier le métabolisme du cerveau, de l'ensemble du cerveau, avec la tomographie par émission de positons, au repos, quand le sujet ne se livre à aucune activité particulière.
On peut faire des activations, mais j'ai choisi de ne pas en parler aujourd'hui, hein, parce que je trouve que c'est assez compliqué comme ça. Et puis, à côté de ça, on va proposer aux patients des tâches cognitives, hein, c'est ça, cognitivo. Alors là, je vais vous parler que de mémoire. On peut faire autre chose. Vous avez vu qu'il y a une variabilité dans le métabolisme. Il y a une variabilité également dans les performances cognitives des patients. Et donc cette double variabilité va nous permettre de faire des études de corrélation. Corrélation, c'est voir comment deux variables évoluent dans le même sens ou dans un sens opposé. Est-ce qu'il y a un lien ou est-ce qu'il n'y a pas de lien? C'est une mesure statistique qui permet de voir s'il y a un lien entre deux phénomènes. Donc le but du jeu, c'est donc d'identifier les régions du cerveau qui sont responsables des troubles cognitifs donc, dans la maladie d'Alzheimer. Alors, si vous reconnaissez, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, vous reconnaissez le modèle de Tulving avec plusieurs systèmes de mémoire. Hein. J'ai parlé de 5 systèmes de mémoire. C'est ce que vous voyez quand vous visitez l'expo, hein, là-haut, l'expo de M. Jeanneret, hein, le cerveau intime. Il y a 5 systèmes de mémoire. Dans la maladie d'Alzheimer, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les mémoires les plus élaborées, comme la mémoire épisodique, la mémoire de travail, la mémoire sémantique. Ce sont ces types de mémoires qui sont les plus précocement atteintes. Donc ce qu'on a fait dans cette première étude avec une de mes étudiantes en thèse, Béatrice Desgranges, c'est qu'on a mesuré l'activité de ces différents systèmes de mémoire d'abord au plan cognitif, et on voit effectivement que c'est la mémoire épisodique la plus atteinte, la mémoire de travail, la mémoire sémantique, alors que ces systèmes-là qui sont plus rudimentaires, eh bien, sont plus longtemps préservés. Là aussi, il y a une variabilité interindividuelle. Et puis là, je vous fais juste passer un message. Je ne vais pas revenir sur différentes choses que j'ai racontées déjà la semaine dernière. Simplement, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que quand on corrèle, hein, quand on met en relation statistique des scores à des tests de mémoire qui mesurent différents systèmes de mémoire, peu importe si vous ne savez pas ce que c'est, la mémoire de travail, la mémoire sémantique, la mémoire épisodique, hein, si on corrèle ces scores et la consommation cérébrale de glucose au repos, eh bien, on observe que ce sont des régions du cerveau différentes qui sous-tendent les différents types de troubles de mémoire. La mémoire épisodique, elle est là, si on peut dire. Hein. Les troubles de mémoire épisodique, c'est la région hippocampique. D'accord? Les troubles de mémoire épisodique, c'est la mémoire hippocampique, c'est la région hippocampique. La mémoire sémantique, je vous dis juste ce que c'est parce qu'on va en avoir besoin après, c'est la mémoire des connaissances décontextualisées. C'est ce qu'on sait, mais on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on l'a appris. On sait. D'accord? Mais il n'y a pas de détails. Donc là, c'est plus des régions néocorticales postérieures, gauche. En l'occurrence ici, gauche. Alors ce travail-là, il a été prolongé récemment, publié récemment, avec donc toujours une tâche de mémoire épisodique, c'est le rappel d'une histoire. Un rappel d'une histoire, c'est-à-dire qu'on raconte une histoire au patient. C'est l'histoire de quelqu'un qui veut changer de voiture. Donc il va chez le garagiste et le garagiste lui monte une voiture, elle est rouge, il veut la voiture rouge, mais la voiture rouge ne marche pas bien, etc. Oui, c'est une histoire banale. Donc on raconte l'histoire au patient, puis le patient raconte l'histoire après, puis on note comme ça les différents éléments, et puis il obtient comme ça un chiffre, un score. Et donc on va corréler ce score au test de mémoire avec le métabolisme du cerveau. Donc c'est ce qu'on a fait déjà avant, hein, sur la diapo d'avant. La diapo d'avant, elle est là. Et donc, on voit donc quand on corrèle comme ça, ici il y avait 19 patients, hein, c'est la région hippocampique
et particulièrement gauche. Gauche, c'est du verbal, tout va bien. Alors là, on a repris cette étude, mais dans une situation un petit peu différente, c'est-à-dire qu'on avait cette fois-ci, c'est une étude qu'on a prolongée, on avait cette fois-ci 40 patients atteints de maladie d'Alzheimer, plutôt en début d'évolution. Alors c'est une étude extrêmement lourde, hein, ce que je vous dis, 40 patients comme ça, c'est un travail c'est une dizaine d'années de travail, hein, ce que je vous montre là. C'est un travail considérable. Cette population relativement importante, 40 patients, ça a permis de la diviser en deux. C'est-à-dire que d'une part, les patients avec ce qu'on appelle une démence légère, hein, c'est un terme un peu idiot, démence légère, mais bon, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est une démence où les troubles neuropsychologiques sont encore discrets. C'est le début de l'évolution, ça correspond un petit peu à ça, si vous voulez. Donc quand on corrèle les performances mnésiques avec la tâche de mémoire que je viens de vous expliquer tout de suite, hein, c'est ce test de mémoire, quand on corrèle avec le métabolisme au repos, qu'est-ce qu'on voit? L'hippocampe. Donc on va dire de ça, eh bien oui, c'est le dysfonctionnement hippocampique, mais là on retombe vraiment sur nos pieds, hein, c'est le dysfonctionnement hippocampique qui explique les premiers troubles de mémoire épisodique dans la maladie d'Alzheimer. D'accord? Qu'est-ce qui se passe quand la maladie progresse? Donc là, on a les 20 patients qui ont les troubles les plus importants. Bon, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes parmi vous qui ne connaissent pas bien l'anatomie du cerveau. Par contre, vous êtes tous capables de voir que ce n'est pas du tout la même chose. Pourtant c'est la même chose, hein. Ce sont des patients, on leur a demandé de rappeler le petit texte, là, c'est la personne qui va acheter sa voiture, etc. Et on corrèle avec le métabolisme du cerveau. Donc là, on est dans des régions néocorticales, temporopariétales, surtout gauche. Il y a aussi du droit qu'on ne voit pas, c'est une histoire de gradient de couleur, mais ce n'est pas très grave. Il n'y a plus d'hippocampe. Quand je dis il n'y a plus d'hippocampe, vous pouvez presque me prendre au mot, quoi. C'est-à-dire que ces patients-là, ben c'est vrai que ces patients-là, la maladie a évolué et l'hippocampe n'est plus du tout fonctionnel. Donc il n'y a plus de corrélation, parce qu'il y a un effet plancher. Pour qu'il y ait des corrélations, pour ceux d'entre vous qui font un petit peu de maths, hein, ben il faut que ça varie. Hein. Il faut qu'il y ait des scores plus ou moins élevés. Autrement, si le score est au plancher, ben il n'y a plus de corrélation. Donc là, les performances ne sont plus corrélées avec la région hippocampique, hein, parce que l'hippocampe, on peut penser qu'à ce stade-là, il n'est plus du tout opérationnel. Par contre, les malades, ils ont des performances mnésiques qui ne sont pas nulles. Et quand on analyse leur production, on s'aperçoit qu'ils disent toujours un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'ils vont dire, bah oui, c'est une histoire de voiture, ouais, c'est quelqu'un qui va acheter une voiture. Vous voyez, c'est quelque chose de très flou. Il n'y a pas le souvenir précis de oui, c'est quelqu'un qui voulait acheter une voiture, il va avec sa femme, c'était une voiture rouge, mais finalement le garagiste lui dit non, prenez pas la voiture rouge. Vous voyez, il n'y a pas les détails qui font que c'est ça un souvenir. Quand vous vous souvenez de quelque chose, vous vous souvenez que si la voiture elle était rouge, il y avait un grand coffre ou pas de coffre, etc. Vous voyez, c'est ça un vrai souvenir. Là, le malade, il se souvient simplement, je ne devrais même pas dire il se souvient, il dit que c'était une histoire de voiture. Et ça, c'est plus une connaissance sémantique qu'un souvenir. Et vous voyez, ce qui est étonnant là, c'est que cette région du cerveau, eh bien, ce sont des régions du cerveau qui sont impliquées dans la mémoire sémantique. Et donc, en fait, les performances préservées des patients, eh bien, ce sont des performances sémantiques, qui sont sous-tendues par des régions qui sont impliquées dans la mémoire sémantique. Hein, tout comme on pourrait dire que la mémoire sémantique vient un peu à la rescousse de la mémoire épisodique, qui est très déficitaire. C'est une sorte de compensation par un système de mémoire qui va être atteint plus tardivement que ne l'est la mémoire épisodique dans cette maladie-là.
Ça va, vous me suivez? Ouais. Bon, voilà un peu le commentaire, c'est un peu ce que je vous ai dit, hein. Les dysfonctionnements du cortex rhinal, parce que ce que je vous montre là, c'est la région hippocampique, mais c'est plus précis que ça, hein. C'est une partie du cortex hippocampique qui s'appelle le cortex rhinal, donc première région affectée par les lésions, et du cortex rétrospénial, peu importe, hein, serait responsable du déficit précoce de la mémoire épisodique dans la maladie d'Alzheimer. D'autres régions sont recrutées, hein, donc ultérieurement, impliquées dans le fonctionnement de la mémoire sémantique, suggérant des tentatives de compensation qui s'appuient sur cette mémoire moins perturbée que la mémoire épisodique. Donc tout du moins à des stades débutants de la maladie. Alors, ce que ça pointe aussi, ce que je viens de vous dire là, ça fait référence aussi à des choses que je vous ai racontées la semaine dernière, c'est que, bon, il y a la mémoire épisodique, il y a la mémoire sémantique, il y a d'autres types de mémoire, mais surtout quand on propose une tâche de mémoire, eh bien notre tâche, elle n'est jamais pure. C'est-à-dire qu'elle met en jeu plusieurs systèmes de mémoire. On le voit bien là, vous voyez, mémoire épisodique, mais ça peut être aussi mémoire sémantique en même temps. Alors, ce qu'on a voulu faire dans l'étude dont je vous parle maintenant, c'est toujours le même principe, hein, c'est une étude de corrélation entre des performances et le métabolisme au repos. On a voulu proposer une tâche pure, si ça existe, de mémoire épisodique. Alors je vous explique comment on a fait. On a proposé une tâche d'apprentissage d'une série de mots. Mais ce qui se passe dans les maladies neurodégénératives, comme dans la maladie d'Alzheimer, c'est que les mots, les stimuli, de façon générale, que vous proposez aux patients, ils peuvent être, pour le patient, dégradés. Dégradés notamment sémantiquement. Alors, je suis désolé, hein, je vous parle, ça a l'air un peu compliqué ce que je vous dis. Maintenant, je vais vous l'expliquer simplement. Qu'est-ce que c'est qu'un item dégradé sémantiquement pour un patient? Moi, je vous dis par exemple le mot abeille. Vous voyez tout de suite ce que c'est. Le mot abeille, vous voyez ce que c'est, hein. Vous voyez l'abeille dans les fleurs, le miel. Vous avez tout de suite tout un réseau de concepts qui s'activent dans votre cerveau. Hein, ça fait bzzz, ça pique, tout ça. Bon. Tout ça, vous l'avez immédiatement. Eh bien, un malade qui a une maladie dégénérative, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que ce mot, il peut être dégradé complètement, c'est-à-dire qu'il ne veut plus rien dire. Abeille, c'est comme si je vous disais Rinalou. Rinalou, vous ne savez pas ce que c'est. Moi non plus, je ne sais pas ce que c'est. Ça ne veut rien dire. Donc, certains mots, vous allez donner des mots comme ça au patient, le patient ne sait pas ce que c'est. Ou encore, il sait partiellement ce que c'est. C'est-à-dire qu'il va savoir que ça fait du miel, que ça a un rapport avec le miel, puis c'est tout. Donc, si vous lui proposez des mots comme ça, qui sont dégradés, on l'a bien vu tout à l'heure dans l'expérience de Schachter avec des sujets normaux, quand on ne traite pas l'information en profondeur, ben on la mémorise mal. Hein. Si je vous donne une série de non-mots, hein, Rinalou, c'est ce qu'on appelle un non-mot, ou un logatome dans notre jargon. Si je vous donne comme ça une série de 25 non-mots, vous allez pouvoir toujours essayer, vous allez en récupérer un ou deux ou trois, puis terminer. Parce que vous ne pouvez pas les associer sémantiquement les uns aux autres, donc vous êtes coincés. Donc le patient à qui vous donnez des mots comme ça qui ont perdu leurs attributs sémantiques, eh bien, il va avoir de mauvaises performances. Ça ne veut pas dire que sa mémoire épisodique fonctionne mal. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a vérifié pour chaque mot qu'on proposait au patient que ce mot était intègre sur le plan sémantique. Donc il y a des méthodes pour faire ça. Il y a des méthodes. D'abord, on donne des images qui correspondent aux mots. Est-ce que le patient est capable de dénommer une abeille sur une image, hein? Est-ce qu'il est capable après de dire que l'abeille ça vole, ça pique, etc. etc., etc. Hein? Donc vous voyez, on pose toute une série de questions comme ça. Et puis quand le patient a une note parfaite à ce questionnaire-là, eh bien ce mot-là, on se dit,
il est bon pour le service, il va pouvoir servir à notre étude de la mémoire épisodique après. D'accord? Donc vous voyez, c'est au cas par cas, patient par patient, et on récupère comme ça une quinzaine de mots qui sont intègres sémantiquement. C'est ce qui est indiqué ici, hein, test de connaissance sémantique, etc. Donc là, c'est la description du test. Hein. C'est toujours le même principe. Après, on propose les mots. Le patient doit les récupérer. Donc, ça, c'est banal. Ce que je vous dis là, c'est il y a différents essais. Et puis, que ce soit du rappel d'une certaine façon ou d'une autre façon, eh bien, les témoins font mieux que les patients. D'accord ? Donc ça veut dire que la mémoire épisodique des patients est altérée, hein, même si on utilise des items qui ne sont pas dégradés sémantiquement. Ça va, vous me suivez, hein? On mesure la mémoire épisodique. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on fait toujours la même chose. On va corréler ces scores de mémoire épisodique pure avec le métabolisme cérébral. Et là, vous voyez, on a une image qui est tout à fait restreinte. Donc là, ce sont des patients au tout début de maladie d'Alzheimer. Et donc quand on corrèle ce score de mémoire épisodique avec le métabolisme du cerveau, on a une région, toute petite région, c'est le cortex entorhinal gauche. Le cortex entorhinal, c'est ce qui rentre dans l'hippocampe. C'est la voie d'entrée dans l'hippocampe. Alors, il me reste un petit peu de temps, je vais vous parler de ça. C'est un petit peu plus difficile, mais si vous suivez jusque-là, vous devez pouvoir suivre ça. Puis après, on passe aux questions. Pour l'instant, je vous ai surtout parlé de performances déficitaires. C'est-à-dire que les patients, ils ont des scores moins bons. Je vous ai surtout parlé de ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des productions qui sont différentes entre les patients et les sujets normaux. Alors, ces productions anormales, il y a notamment ce qu'on appelle les intrusions. Alors les intrusions, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Ce sont des mots qui ne font pas partie de la liste initiale. Alors ces intrusions, on voit ici, c'est en rouge hein, chez les sujets normaux, il y en a peu chez les sujets normaux. C'est-à-dire quand on fait un test de mémoire, bah, généralement un sujet normal, donc il ne va pas répondre dans certains cas, hein, il va pas avoir 100% de bonnes réponses, surtout si le test est difficile, mais il fait peu d'erreurs. Ça revient à ça, ça revient à être des erreurs. Hein. Alors que les patients, ils font beaucoup d'erreurs. Ils font beaucoup d'erreurs et ils en font en rappel libre, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le rappel libre? C'est on donne une liste de mots et puis on demande au patient, bah, rappelez-moi les mots, vous voyez, sans autre aide. Ça, c'est le rappel libre. Et puis le rappel indicé, ici, c'est un rappel indicé par la catégorie sémantique. C'est bien compliqué pour dire une chose simple. C'est si j'ai donné un nom de fleur au patient, par exemple tulipe, eh bien là, je lui demande, rappelez-moi le nom de fleur, tulipe. Donc là, chez le sujet normal, c'est extrêmement simple. Hein. Le fait d'avoir vu, il y a peu de mots, hein, il y a 15 mots, et puis c'est un rappel immédiat. Donc c'est vraiment extrêmement simple. Et donc qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, chez les patients, redonnez-moi le nom de fleur. Le patient, il va dire pensée, vous voyez, ou muguet, alors que c'était tulipe. D'accord? Donc on a deux types d'intrusions. On a les intrusions rappel libre, les intrusions rappel indicé. Et on va voir ce qui se passe dans les deux situations. Et si vous avez bien suivi ce que je vous ai raconté depuis le début, vous allez voir qu'on retombe sur nos pieds avec ce qu'on connaît du fonctionnement de la mémoire chez le sujet normal. Alors, corrélation en rappel libre. S'il y a des matheux, là, ils vont comprendre que ce sont des corrélations négatives, hein, cette fois-ci, parmi vous. Bien sûr, hein, parce que cette fois-ci, c'est des scores d'erreur. Hein, d'accord? Donc, plus le métabolisme baisse, et plus il y a d'erreurs.
Donc c'est une corrélation négative, ça ne vous surprend pas. Hein. Elle est significative, mais elle est négative. Hein. On n'est plus dans des corrélations positives, c'est-à-dire qui vont dans le même sens. C'est-à-dire, par exemple, plus le métabolisme baisse, moins bonnes sont les performances. D'accord ? C'est juste un petit détail technique, ça. Ce que vous voyez, c'est que dans les deux situations, ici ça veut dire rappel libre, ici ça veut dire rappel indicé. Là aussi, hein, sans être anatomiste, vous voyez que ce n'est pas du tout les mêmes régions. Rappel libre, c'est le cortex préfrontal, droit. Ça doit vous rappeler des souvenirs, ça. Récupération en mémoire épisodique. Vous voyez, les stratégies de récupération. Si je vous dis, rappelez-moi ce que je vous ai donné comme mot, il faut que vous vous débrouillez avec ça. Il faut mettre de vous-même, il faut mettre en place des indices de récupération. Vous vous rappelez de chaque terre, hein, récupération, effortful, stratégique, etc. C'est ça qui est en cause dans ces intrusions. Hein, c'est que le patient n'est pas capable de lui-même de mettre en jeu des mécanismes de récupération pour aller retrouver les items qui ont été présentés antérieurement. Et c'est cette région du cerveau, hein, qui est responsable de ça. C'est cette région qui fonctionne mal qui est responsable de cette anomalie-là. Alors que les autres intrusions, je vous ai dit, c'est extrêmement facile. Donnez-moi le nom de fleur. Le nom de fleur, c'était la tulipe qui a été présentée 2 minutes auparavant. Et où on a demandé au sujet, montrez-moi le nom de fleur, etc. Vous voyez, où il y a un encodage profond, etc. Et bien là, malgré cet indice majeur, eh bien, il y a beaucoup d'intrusions. Regardez toutes les intrusions là. Alors que chez le sujet normal, il n'y en a presque pas. Et là, ben c'est à nouveau le cortex hippocampique qui est responsable de ça. Hein, c'est l'euphorie. Hein, vous voyez, on a beau donner au patient les indices maximum, eh bien, le patient il fait des erreurs. Une fleur, ben, il dit du muguet, ou il dit une pivoine, ou une pensée, ou une prime vert, parce que c'est vrai que c'est une fleur. Mais ce n'est pas la fleur qui a été présentée avant. D'accord ? Vous voyez, le patient n'a pas de trouble sémantique, hein, il sait que tout ça, ce sont des fleurs. D'accord ? C'est pas ça le problème, mais c'est un problème qui ne se souvient plus de l'événement, hein, qu'on lui a montré une fleur quelques minutes avant. Donc voilà, 2 phénomènes différents. Trouble de la stratégie de récupération versus trouble de la mémoire plus automatique, ce que j'avais appelé l'euphorie tout à l'heure. Puis bon, bah ça c'est ce que je viens de vous expliquer. Hein, les intrusions, on rappelle indicées, sont sous-tendues par le cortex périrénal, région hippocampique, hein, également impliquées dans les troubles de mémoire épisodique, ce qu'on a vu avant, alors que les intrusions en rappel libre dépendraient du cortex préfrontal. Bon, mnésique exécutif. Donc, voilà, je m'arrête là, je suis juste dans mon temps. Je vous remercie de votre attention, puis je suis à votre disposition si vous avez des questions.